L'un de nos documents du jour a cette phrase que je trouve assez géniale. Il parle de stupéfiantes prouesses calculatoires et il note, je cite, que de façon surprenante, on a décidé d'appeler ça de l'intelligence artificielle. Bonjour. Ça pose d'emblée la question, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence? C'est la question 1 million et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On se plonge dans l'intelligence artificielle, mais sous un angle bien précis, celui de l'éducation. Oui, C'est un domaine où l'arrivée d'outils comme ChatGPT a tout chamboulé, créant autant d'enthousiasme que, disons, d'appréhension. c'est le moins qu'on puisse dire. Pour nous guider, on a une pile de sources très solides. Oui. D'un côté, un rapport très dense d'avril 2023 du ministère de l'Éducation nationale français. En gros, il nous dit où on en est, ce que la recherche a découvert, et puis les grands défis pour le gouvernement. Et de l'autre, pour aller un peu plus dans la mécanique, on a un chapitre académique de Pierre-Alexandre Maté et Serena Villata. Ils décortiquent les concepts clés de l'IA et de ces fameux modèles qui génèrent du texte ou des images. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de démystifier un peu tout ça. C'est ça. De voir ce qui se passe déjà dans les salles de classe et de comprendre les vrais enjeux derrière cette IA, cette révolution. Parfait. Alors, pour commencer, revenons à la base. D'où ça sort, cette idée d'intelligence artificielle? Il faut remonter à l'été 1956. Un groupe de chercheurs se réunit au Dartmouth College, aux États-Unis, et un certain John McCarthy forge le terme. D'accord. Mais derrière le mot, il y a une idée fondatrice, une conjecture qui est absolument vertigineuse. Laquelle? Il postule que toutes nos facultés cognitives, la logique, la mémoire, même la créativité, pourraient être décrites de manière si précise, si formelle, qu'une machine pourrait les simuler. C'est l'acte de naissance officiel du domaine, en quelque sorte. Exactement. Et là, on pense forcément à Alan Turing et son fameux test quelques années plus tôt. Oui, bien sûr. C'est un peu le précurseur, non? Absolument. En 1950, Turing pose la question fondamentale. Les machines peuvent-elles penser? Son test, c'est une expérience de pensée. C'est ça. Si un humain dialogue à l'aveugle avec une machine et un autre humain, et qu'il est incapable de dire qui est qui, on peut considérer que la machine fait preuve d'intelligence. C'est le point de départ philosophique. D'accord. Et à partir de là, comment les chercheurs s'y sont pris? Il y a eu plusieurs chemins, j'imagine. Il y a eu surtout deux grandes écoles, deux approches presque opposées. La première, c'est celle qu'on appelle l'IA symbolique. L'IA symbolique. Les initiés l'appellent avec un peu d'affection le GOFAI. GoFi. Good old-fashioned artificial intelligence. La bonne vieille intelligence artificielle, quoi. C'est l'approche qui a dominé pendant 30 ans. Et ça consiste en quoi, cette bonne vieille méthode? L'idée est très intuitive. On essaie de représenter le monde avec des symboles et de donner à la machine les règles du jeu. C'est une approche top-down. On donne la connaissance à la machine. Un exemple? Un exemple simple, c'est un programme qui résout le jeu de 8, ce petit puzzle où il faut faire glisser des cases numérotées pour les remettre en ordre. Ok, je vois. On lui explique les règles du puzzle. Tu peux bouger une case vers un espace vide et ensuite elle explore toutes les possibilités. Exactement. Elle explore méthodiquement ce qu'on appelle un arbre de tous les coups possibles pour trouver le chemin le plus court vers la solution. D'accord? C'est la même logique pour le casse-tête des missionnaires et cannibales. Cette approche a mené au premier système expert, dans les années 70, comme un programme nommé Mycin qui pouvait aider à diagnostiquer des maladies infectieuses. En appliquant des règles logiques. Voilà, des centaines de règles du type « si le patient a tel symptôme, alors il est probable qu'il ait telle infection ». C'est logique, ça se comprend. Mais si cette approche était si intuitive, pourquoi a-t-on eu besoin de tout changer? Quel était le mur qu'elle n'arrivait pas à franchir? Le mur, c'est le monde réel. Le monde réel est ambigu, complexe, et il ne se laisse pas facilement mettre en équation avec des règles strictes. Comment définir les règles pour reconnaître un chat sur une photo, par exemple? C'est exactement ça. Il y a des millions de variations possibles. L'approche symbolique s'est heurtée à cette complexité. Et c'est là que naît la seconde famille d'IA, l'IA subsymbolique, ou connexionniste. Et là, on change complètement de philosophie. Complètement. On passe d'une approche où on essaie d'apprendre les règles du jeu à la machine, comme un professeur, à une approche où on lui montre des millions d'exemples et on la laisse découvrir les règles toute seule. Ah oui. Même des règles que nous, humains, on ne connaît pas. C'est un changement de paradigme total basé sur les statistiques et l'apprentissage à partir de données massives. Et le concept clé derrière ça, c'est le fameux réseau de neurones artificiels. Ça sonne incroyablement complexe. C'est quoi simplement? Imaginez un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. D'accord?
Il écoute plusieurs personnes, ce sont les entrées qui lui disent s'il faut laisser entrer quelqu'un. Il fait plus confiance à l'avis de certaines personnes que d'autres. Ce sont les poids. Voilà, et en fonction de tout ce qu'il entend, il prend une décision binaire, oui ou non. Ça, c'est la sortie. Ah, c'est une super image. Le videur qui pèse les avis pour prendre une décision. C'est exactement ça. Et un réseau de neurones, c'est simplement des milliers, voire des millions de ces videurs organisés en couches, qui se parlent entre eux pour prendre des décisions extraordinairement complexes, Comme reconnaître un chat sur une photo. par exemple. Du coup, le terme qu'on entend partout, le deep learning ou apprentissage profond, c'est juste une boîte de nuit avec plein de videurs? C'est ça. Le mot deep, profond, fait juste référence au fait qu'on empile un très grand nombre de couches de ces neurones les uns sur les autres. C'est cette profondeur qui leur permet de voir des motifs dans les données que même un humain ne pourrait pas déceler. C'est le moteur de tout ce qu'on voit aujourd'hui. De toutes les avancées spectaculaires, oui. C'est beaucoup plus clair. Une dernière distinction avant de passer à l'école. On entend souvent parler d'IA faible et forte. C'est la différence entre la réalité et la science-fiction, c'est bien ça? Parfaitement résumé. L'IA faible, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Un génie idiot. Un génie idiot. Elle peut être surhumaine dans une tâche très précise, jouer aux échecs, traduire un texte, mais elle est totalement incapable de faire autre chose. Et l'IA forte. L'IA forte ou générale, ce serait une conscience artificielle, capable de tout faire comme un humain. Ça, pour l'instant, ça reste du domaine de l'hypothèse. Ça n'existe pas. Ok, la distinction est cruciale. Alors ramenons tout ça sur Terre, dans une salle de classe. Comment est-ce que cette IA spécialiste se manifeste déjà concrètement dans l'éducation? Le rapport du ministère est très clair là-dessus. Elle est déjà bien présente et on peut regrouper ses applications en 3 grands domaines. Ce qu'elle apporte à l'élève, à l'enseignant et à l'établissement. Commençons par l'élève. Qu'est-ce que ça change pour lui ou pour elle? L'application la plus étudiée et la plus prometteuse, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif. Adaptatif. L'idée est de proposer un parcours sur mesure à chaque élève. Le système ajuste la difficulté des exercices en temps réel en fonction de ses réponses. Ça ressemble un peu au tuteur personnel idéal en fait. On a un exemple concret de ça? Oui, le projet KidLearn, par exemple. C'est un algorithme qui propose des exercices de calcul à des enfants en se basant sur un concept du psychologue Vygotsky. La zone proximale de développement. Exactement. En clair, il cherche toujours le point d'équilibre parfait. Un exercice ni trop facile pour ne pas ennuyer l'enfant, ni trop difficile pour ne pas le décourager. Le but est de le maintenir dans une zone où l'apprentissage est maximal. C'est fascinant. J'aurais rêvé d'avoir ça pour mes tables de multiplication. On est vraiment à l'opposé de la même feuille d'exercice pour toute la classe, peu importe le niveau. C'est ça. On s'insiste sur le fait que l'IA doit être un assistant. Un outil pour autonomiser les enseignants au lieu de les remplacer, pour citer le consensus de Beijing de l'UNESCO. Un assistant. Pour un prof qui est souvent débordé, ça peut être une aide précieuse. Comment, par exemple? D'abord, en automatisant des tâches très chronophages, la correction de certains types de devoirs, la détection du plagiat. Ça libère du temps pour ce qui est irremplaçable, l'accompagnement humain, le dialogue. Bien sûr. Et ensuite, l'IA peut aider à créer des plans courts, des activités, ou fournir des tableaux de bord pour suivre la progression de la classe et repérer plus vite les élèves en difficulté. D'accord, l'IA comme un super assistant. Et au niveau de l'école ou du rectorat? À plus grande échelle, on utilise l'IA pour de l'analyse prédictive, par exemple pour détecter les risques de décrochage scolaire en analysant divers signaux faibles. Elle peut aussi aider à des casse-têtes logistiques. Comme la création des emplois du temps. Parfaitement. Tout ça a l'air très structuré, très organisé. J'imagine que ce n'est pas juste des initiatives isolées. Il y a une stratégie derrière. Oui, absolument. La France a une stratégie nationale depuis le rapport du mathématicien Cédric Villani en 2018, D'accord. avec des centres de recherche d'excellence, les instituts 3IA, à Paris, Grenoble, Nice et Toulouse. L'idée est de ne pas subir la vague, mais d'en être un acteur. Mais tout ce qu'on vient de décrire, ces outils d'apprentissage adaptatif, ces assistants, tout ça a été complètement chamboulé par la déferlante de 2022. Exactement. On est entré dans une nouvelle ère, celle des IA génératives. On est passé d'une IA qui analyse ou qui classe à une IA qui crée, Qui crée? qui génère du texte, des images, du code, à partir d'une simple phrase en langage naturel, un prompt. Les noms DALL-E ou ChatGPT sont devenus connus de tout le monde en quelques mois.
Et c'est là que ça devient vertigineux. Attendez, vous nous avez expliqué il y a 5 minutes que tout ça, c'est juste de la prédiction statistique ultra sophistiquée, des videurs de boîtes de nuit. C'est bien ça. Si ce n'est qu'un jeu de probabilité, comment est-ce possible que ChatGPT puisse m'expliquer la physique quantique ou écrire un sonnet à la manière de Shakespeare? Où est l'intelligence là-dedans? C'est la question cruciale. Et la réponse tient en un mot, entraînement. L'échelle, le principe de base reste le même. Prédire le mot suivant le plus probable. C'est une sorte de perroquet stochastique, un autocompléteur sous stéroïdes. D'accord. Mais il a été entraîné sur une quantité de données textuelles qui dépasse l'entendement humain. Donnez-nous un ordre de grandeur. Le rapport du ministère donne un chiffre qui fait réfléchir. Prenez l'intégralité de Wikipédia en anglais, avec ses 6 millions d'articles. C'est déjà une somme de savoir colossale. Colossal, oui. Eh bien, ça ne représente que 0,06% des données sur lesquelles le modèle GPT-3 a été entraîné. Pardon, 0,06%? C'est une goutte d'eau? Mais alors c'est quoi les 99,94% restants? C'est tout Internet. En grande partie, oui. Des milliards de pages web, de livres, de conversations. C'est en ingérant cette immensité de la production humaine que le modèle apprend les structures du langage, les concepts, les styles, à un niveau de complexité inouï. Ce n'est pas une compréhension humaine. Non. Mais les corrélations qu'il établit sont si fines qu'elles en donnent l'illusion. Et qu'est-ce qui a permis, techniquement, de gérer cette masse d'informations? L'avancée majeure, c'est une architecture de réseau de neurones développée en 2017 appelée Transformer. Transformer. Pour faire simple, elle a permis au modèle de mieux gérer le contexte, de comprendre que le mot « avocat » n'a pas le même sens dans « je mange un avocat » et « je consulte un avocat ». C'est ce qui donne cette fluidité et cette cohérence impressionnantes. Forcément, en classe, un outil pareil, ça ouvre des possibilités folles. Immense. Ça peut être un partenaire de brainstorming pour un élève, en lui suggérant des idées pour une dissertation. Un assistant à la rédaction pour l'aider à reformuler une phrase maladroite. Un partenaire de conversation pour pratiquer une langue étrangère. Tout à fait. Le rapport cite un exemple assez savoureux. Il présente une proposition de table des matières pour une formation de professeur sur l'IA qui a été entièrement générée par ChatGPT lui-même. La boucle est bouclée. C'est brillant et un peu effrayant à la fois. On sent bien que c'est un outil d'une puissance inédite, mais ça ne peut pas être parfait. Quels sont les grands points de vigilance, les drapeaux rouges que les sources soulèvent? Ils sont nombreux, et c'est le point le plus important. Utiliser ces outils sans en connaître les limites serait une erreur fondamentale. Le premier grand risque, et le plus connu, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Bable, il n'a aucune notion de vérité. Aucune. Il peut donc inventer des faits, des citations, des sources scientifiques, avec un aplomb total, simplement parce que ça sonne bien, que ça ressemble à une réponse correcte. Il se comporte comme un étudiant très éloquent qui, au lieu de dire « je ne sais pas », invente une réponse plausible. C'est exactement ça. Ce qui, pour un usage académique, est une catastrophe. On ne peut donc jamais lui faire confiance aveuglément. Jamais. La vérification humaine de chaque information est absolument indispensable. Un autre enjeu, c'est l'absence de source. Ah oui, La plupart du temps, ChatGPT ne vous dit pas d'où il tire ces informations, ce qui rend impossible tout travail de recherche sérieux. Et cela sans même parler des questions juridiques très complexes sur le droit d'auteur. et puis il y a un coût caché à tout ça, un coût dont on parle assez peu. Oui, l'impact environnemental. Entraîner ces modèles gigantesques demande une puissance de calcul phénoménale hébergée dans d'immenses data centers qui consomment des quantités d'énergie et d'eau monstrueuses. Vous avez un chiffre pour qu'on se représente la chose? L'une des sources cite une estimation pour l'entraînement du modèle GPT-3. Il aurait généré environ 85 tonnes d'émissions de CO2. 85 tonnes. Pour donner une image, c'est l'équivalent énergétique d'un aller-retour en voiture entre la Terre et la Lune. Franchement, je pense pas que quiconque imagine un tel coût écologique en tapant une question dans une barre de recherche. C'est un coût invisible, mais bien réel. On a donc un tableau incroyablement contrasté. D'un côté, un potentiel pédagogique immense, des outils qui peuvent personnaliser l'apprentissage comme jamais auparavant. De l'autre, De l'autre, des risques techniques majeurs, comme les hallucinations, et un coût environnemental colossal. exactement. Et ce qui ressort en filigrane de toutes nos sources, c'est que face à cette complexité, la solution n'est ni le rejet total, ni l'adoption aveugle. La clé, c'est de garder l'humain au centre. L'humain pour exercer un contrôle. Un contrôle pour apporter l'esprit critique indispensable face à un texte généré et pour exiger que ces systèmes soient compréhensibles. Pour finir, il y a une idée dans le rapport du ministère que j'ai trouvée très forte. C'est un schéma qui distingue ce que peut faire une machine, calculer, imiter, simuler, et ce qui reste purement humain.
Donner du sens, avoir une intention, créer au sens fort. Et surtout, évaluer le vrai du faux. C'est une distinction fondamentale. Et ça m'amène à une dernière pensée. Alors que ces IA deviennent de plus en plus bluffantes dans l'art de l'imitation, la vraie question n'est peut-être plus seulement que peut faire la machine. La question que cette technologie nous renvoie en miroir, c'est comment nous force-t-elle à redéfinir et à valoriser ce qui est, au fond, irréductiblement humain dans l'acte d'apprendre et de créer.